Générique numéro 2. Ça y est, la saison 2022 de Formule 1 est lancée et avec ça, c'est le retour des Fast 5. Alors, je rappelle le principe pour les petits nouveaux, c'est 5 de mes réactions sur le Grand Prix qui m'ont marqué moi. Ça veut pas dire qu'il y en a que 5 ou que j'ai oublié de parler de bidule ou de trucs. C'est pas un débrief et on parlera pas forcément de tout le monde. Évidemment, je vous laisse compléter avec vos propres réactions dans les commentaires et ça avec un grand plaisir évidemment. Du coup, 5 réactions sur le Grand Prix de Bahreïn 2022 de Formule 1. C'est parti. Première réaction, et c'est la vraie question que l'on se posait tous finalement, c'est de savoir si cette nouvelle réglementation permettait plus de batailles en piste et de combats rapprochés, c'était le but. Et la réponse est oui, mais avec un petit mais, on va dire. Alors Charles Leclerc, qui tenait assez facilement la tête de la course, s'est retrouvé attaqué par Verstappen en sortie des stands après le premier arrêt et la bataille se déroulait forcément entre le virage 1 et le virage 4. Alors le circuit de Bahreïn et son premier secteur permettent justement une attaque et ensuite une contre-attaque. Si tu passes au virage 1, tu peux te faire repasser au virage 4. Par le passé, en fait, c'était plus difficile pour le défenseur de contre-attaquer jusqu'au virage 4, mais ça restait quand même faisable. En revanche, là où c'est vraiment super impressionnant, c'est que les attaques de Verstappen se sont produites pendant 3 tours consécutifs. Alors, on n'a pas attendu de recharger les batteries, de faire refroidir la gomme qui surchauffe ou ce genre de truc. Si Verstappen voulait attaquer, il le pouvait et surtout, il y allait. Mais des problèmes de température de frein l'ont obligé à prendre du recul et à arrêter d'attaquer. Ce n'est que partie remise à mon avis. Et alors pour le coup, le combat a été vraiment ultra cool car malgré les grosses machines que sont devenues les F1, là on parle de 800 kg le truc, c'est du combat un petit peu façon karting. Leclerc pouvait placer sa voiture où il voulait, décroiser comme il le voulait, miser sur un freinage peut-être un petit peu plus tôt pour avoir le DRS avant le virage 4 et pouvoir contre-attaquer. Bon alors du coup, Verstappen, fidèle à lui-même et ses attaques ultra agressives, fonctionnaient un petit peu moins parce que avant, une fois que vous aviez dépassé votre concurrent, le sillage hyper turbulent de votre voiture prenait un petit peu en charge le service après-vente de votre attaque si vous voulez. Donc vous dépassez, mais votre concurrent ne pouvait rien faire à cause des turbulences pour essayer de contre-attaquer. Maintenant, ça c'est terminé. Bon alors pour cette année, il va falloir être un petit peu plus fin, réfléchir un petit peu mieux à ses attaques et ce que le défenseur va pouvoir faire. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir de belles batailles, mais surtout des batailles de plus grande qualité. Pour terminer, le DRS reste pour le moment un bon outil à la fois pour se rapprocher et attaquer. Ce qu'il faudrait qu'on sache finalement, c'est un petit peu plus l'utilisation de la batterie dans chaque voiture. Parce que Verstappen avec le DRS et l'ASPI, avoir plus de 30 km/h de différence avec Leclerc, c'est aussi en grande partie dû à la partie hybride de la voiture et donc du moteur Honda. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à voir sur d'autres types de circuits, évidemment, ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir pour le moment. Il n'y a qu'à entendre la foule qui a acclamé le spectacle qu'elle avait devant elle. Alors je crois bien que c'est la première fois qu'on entend autant de monde dans les tribunes à Bahreïn, et ça, alors là pour le coup, ça me fait giga plaisir. On verra ce que ça donne à Jeddah et sur les autres circuits. Deuxième réaction, plus je vieillis, plus je lâche facilement des larmes quand je vois de belles histoires. Après Spider-Man No Way Home qui m'a arraché les larmes aussi vite que la casse moteur de Sergio Pérez et de Max Verstappen, c'est Magnussen et toute l'équipe Haas qui m'ont vraiment ému. Alors je pense pas m'être moqué profondément ou de manière vraiment appuyée, on va dire, dans le passé de cette écurie en particulier, peut-être sur un ou deux moments un peu rock'n'roll de Gunther Steiner, mais j'ai toujours eu de la compassion pour cette équipe. Alors du coup, ça revient littéralement des enfers pour Haas, quand même. Alors entre Rich Energy, virer Magnussen et Grosjean, qui s'accrochait en course d'ailleurs, l'arrivée d'un oligarque russe qui met la pression monumentale avec son fils, et la saison 2021 sacrifiée littéralement pour 2022, faire P5 avec Magnussen qui revient tout juste au dernier moment. Bon, c'est quand même pas mal, Puis alors, sur cette course, à la régulière, la Haas est la meilleure des autres, tout simplement. Magnussen était tout seul pendant la course, Gasly ne revenait pas sur lui. Un ou deux petits blocages de la part de Magnussen, mais dans l'ensemble, c'est parfait quoi. Bon et alors Mick Schumacher qui se fait malheureusement accrocher plus, j'allais dire sur un malentendu, par son grand pote Esteban Ocon, parce que les deux sont vraiment potes. Au premier tour, il naviguait difficilement dans le peloton, j'ai l'impression qu'il se faisait un petit peu chahuter, mais P11 à l'arrivée, franchement, c'est pas mal du tout. On espère voir les premiers points de Mick Schumacher assez rapidement. Et alors, depuis Barcelone, Sam Collins de la F1 TV n'arrête pas de dire que la Haas est incroyable techniquement et avait parié sur une P3 de Schumacher jeudi avant les premières séances.
Alors comme quoi, hein, ça donne une P3 au constructeur finalement avec 10 points, rien que ça, en espérant que ça continue pour Haas et toute l'équipe américaine. Bon alors si Magnussen a été un petit peu esseulé pendant toute la course, ce premier Grand Prix a permis aussi de voir finalement les écarts en termes de rythme de course tout simplement entre les voitures. Les écarts se sont creusés plus au fur et à mesure et de manière beaucoup moins violente que les années précédentes. Alors à terme, on a quand même quelques beaux écarts mine de rien entre les voitures, mais quand même, au premier tour, c'était pas genre tout de suite 10 secondes entre le premier et le deuxième, quoi. Et alors, si toutes les voitures sont assez éloignées en performance, forcément, c'est un petit peu plus dur de se dépasser et d'avoir du spectacle. Alors, c'est assez vrai pour la tête de la course, hein. Leclerc et Verstappen étaient dans une autre catégorie, on va dire, pendant que Sainz et Perez suivaient et Hamilton Russell peut-être un petit peu plus loin derrière. En revanche, dans le milieu de peloton, les écarts avaient l'air plus resserré, donc c'était un petit peu plus tendu et il ne fallait pas se foirer sur la stratégie et les pneus. Du coup, Fernando Alonso en a fait un petit peu les frais au final. Valtteri Bottas, c'est la troisième réaction, nous a fait poser une vraie autre question. À quel point le moteur Ferrari est performant et à quel point le châssis de l'Alfa Romeo est bon. La moitié du top 10 a un moteur Ferrari dans le dos et c'est sans compter les deux Alpines qui n'équipent que leur propre voiture, donc waouh. Alors du coup, c'est la cata pour Honda, Mercedes, voilà, ça fait le café on va dire pour l'écurie Mercedes, mais les clients de ces moteurs sont nulle part. Faut descendre à partir de la 12e position pour trouver un moteur Mercedes. Alors vous me direz, de toute manière pour Honda, un bon moteur, c'est un moteur qui termine la course. Bon bref, revenons à Alfa Romeo et Bottas. Qualifié P6 déjà, là ça parle quand même assez violemment, plutôt pas mal. 14e après un départ totalement catastrophique. D'ailleurs, Guan Yu Zhou a eu même l'anti-calage qui s'est déclenché au virage 1. Alors petite frayeur quand même. Tout ça pour remonter à la P6 au drapeau à damier pour Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou qui marque son premier point à la 10e place en étant bon dernier à la fin du premier tour. Ça c'est beau, en vrai ça c'est beau. Alors oui, le moteur de la Ferrari a l'air d'être quand même plutôt bon, mais oui, le châssis de l'Alfa Romeo a l'air plutôt bon aussi. Et vous m'envoyez vraiment heureux parce que je l'ai prise en affection au moment de la découvrir il y a un mois à peu près quand on avait fait la présentation justement sur cette chaîne YouTube. Donc bon, ça fait plaisir. Alors est-ce que le midfield se dirige sur une bataille As contre Alfa Romeo pour la P4 concrètement avec les Alpines et les AlphaTauri en embuscade, parce que bon, on va pas se le cacher, Mercedes, tout ça, ça va être P3. Est-ce que un Bottas peut venir souffler George Russell et Hamilton et lui rendre la monnaie de sa pièce en disant avec une Mercedes, on devrait pas faire P9? Alors sur un malentendu ou une course un petit peu folle, une As ou une Alfa Romeo sur le podium, honnêtement, je pense que c'est pas déconnant et c'est pour ça qu'on aime et qu'on regarde la Formule 1. Quatrième réaction, je pense qu'on a été pas mal aidé pour le spectacle avec les nouveaux pneus Pirelli. Oui, pour une fois, on va en parler probablement en bien. Alors, on avait peur d'avoir un seul arrêt. Mario Isola, il y a une semaine, misait sur 2 arrêts. Finalement, on en a eu 3. Et nouveauté, les arrêts permettent de rapprocher vraiment beaucoup les voitures, un petit peu comme en F2 finalement. Alors, on chauffe moins les pneus avant de les mettre sur la voiture, avec les couvertures chauffantes, etc. Donc quand on sort des stands, on glisse. Comme Lewis Hamilton, c'était la catastrophe avec les pneus hard. Donc le tour de sortie des stands est vraiment tendu et il ne faut pas taper dedans et les faire chauffer d'un coup trop vite parce que derrière, finalement, les pneus, on n'arrive pas à les faire fonctionner dans la bonne fenêtre ou les faire fonctionner correctement. En fait, grosso modo, c'est un petit peu comme si tu avais une plaque électrique pour faire cuire ton steak. Si tu chauffes trop d'un coup, tu vas faire cramer la surface, mais tu vas pas faire cuire la viande qui est à l'intérieur. Du coup, avec les Pirelli en sortie de stand, il faut y aller un petit peu doucement, thermostat 8, tout ça, pour ensuite être dans une bonne fenêtre d'utilisation de la gomme pour l'avoir la plus efficace, tout simplement. Alors le fait de devoir prendre le temps de chauffer les gommes rend les stratégies d'undercut et d'overcut un petit peu plus complexes, parce que faut prendre un temps supplémentaire en compte de chauffe, on va dire, des pneus sur la piste, et du coup, il faut riposter tout de suite, et forcément, on se calque sur les stratégies des autres, et au final, on n'a pas spécialement une grande diversité de stratégies. Il n'y a que Schumacher et peut-être Gasly qui partaient, on va dire, sur une stratégie à 2 arrêts. Tout le reste s'est mis à faire 3 arrêts, même avec les safety cars, j'ai envie de vous dire. Alors, on a vu l'écart entre Verstappen et Leclerc se réduire de plusieurs secondes sur un arrêt au stand, sur un tour, on va dire. Derrière, les pneus se dégradent vite aussi, mais comme c'est plus facile d'attaquer et de faire plusieurs tentatives pour dépasser, on va dire, on va donc chercher généralement à avoir un rythme de course assez élevé, plutôt que de patienter pour faire notre seule attaque possible, on va dire. Du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on se retrouve finalement à faire 3 arrêts à rouler pleine balle au lieu de faire 2 arrêts en roulant un petit peu à l'économie.
il fallait faire quand même du tire management, comme on dit. N'oubliez pas hein, que Bahreïn, c'est un circuit qui est très difficile pour les pneus. Sur d'autres circuits, je suppose qu'on retournera probablement à 2 arrêts. J'aime espérer qu'on sera rarement sur des stratégies à 1 arrêt au stand cette année. Mais bon, wait and see, comme on dit. 5e et dernière réaction, mesdames et messieurs, bah forcément, j'allais en parler, hein, fallait qu'on y vienne, c'est littéralement l'enfer chez McLaren. En vrai, à la présentation de la voiture, j'étais pas joyeux, je la sentais pas cette voiture, il y avait un truc qui, voilà. Puis à Barcelone, boum, ça avait l'air super efficace, et boum, un manque de roulage à Bahreïn qui fait que bah ils sont loin derrière, et là ils vont courir après le train pendant, je sais pas, peut-être un premier bon gros tir de la saison peut-être, et alors ça fait vraiment super mal. Alors Ricciardo Covidé, problème de surchauffe des freins en essais hivernaux, Norris qui roule seul pour toute l'équipe, aucune simulation de Grand Prix effectuée, tout comme Red Bull, et un kilométrage bah, équivalent à la moitié de ce que à peu près toutes les autres équipes ont fait pendant les tests hivernaux à Bahreïn. Alors la voiture, bon bah, elle paraît stable, mais derrière, bah, il n'y a aucun rythme, et maintenant j'avoue que je sais plus du tout quoi en penser. Est-ce que la McLaren a vraiment un potentiel ? Je sais pas. Partir en médium, je me demande si c'était peut-être pas une erreur. Ils ont tenté de se décaler stratégiquement par rapport aux autres. Ils avaient peut-être rien à perdre, entre guillemets. Ça n'a pas marché. Là, il y a vraiment du taf. Un petit peu comme chez Williams. Au moins, il y a quand même Alex Albon qui sauve à peu près les mêmes. Mais là aussi, ça va être compliqué. Allez, je vous laisse avec un dernier petit bonus, évidemment, énorme cocorico en catégorie junior ce week-end. En 4 courses, on a 3 vainqueurs français. Isaac Adjar, Victor Martins en FIA F3, Martins qui est d'ailleurs leader du championnat tout simplement. Et évidemment, Théo Pourchère en course longue le dimanche en FIA F2. Bref, ça part bien pour nos petits français. Petite mention spéciale quand même à Arthur Leclerc en F3 qui a un rythme et des attaques absolument effrénés. C'est absolument magnifique à regarder. Je vous invite à regarder la FIA F3 de toute urgence. C'est presque mystique qu'il arrive à faire tenir même ses pneus. Ça ressemble beaucoup à ce qu'était capable de faire Charles à l'époque de ses catégories juniors, mais là, je pense qu'il va falloir vraiment surveiller le garçon de beaucoup plus près. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve jeudi midi sur Twitch, eh oui, pour parler de F1, et puis la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Arabie Saoudite. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.